L'enjeu était de construire un îlot utilisant au maximum le bois dans la structure, en ayant une performance énergétique élevée et avec des niveaux de construction qui n'avaient jusque-là pas été atteints avec du bois. Voilà. Donc qui montent jusqu'à 9 à 11 niveaux. C'était l'idée d'exploiter une ressource forestière de proximité au départ et d'aider à consolider une filière. Voilà, la filière bois, et on a pensé que ce projet pourrait être une locomotive pour cette filière, au moins localement. Le bilan carbone a été un élément important puisque dans la réglementation européenne des aides d'État, parce qu'on bénéficiait du programme des investissements d'avenir, on ne peut pas faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire que l'État ne pouvait pas financer comme il le souhaitait. Voilà, il y a une limite, ce qui est la réglementation européenne des aides d'État. Chaque État interprète cette réglementation européenne. Et normalement, le surcoût qui était lié à l'innovation portait uniquement sur le surcoût qui était lié à la performance énergétique du bâtiment, le fait qu'ils avaient une enveloppe thermique plus performante. Or, finalement, ce qui fait l'innovation du projet, c'est pas ça, c'est le fait qu'on utilise du bois. Et donc, en fait, on s'est dit, désolé, mais non, en fait, ce qui fait la performance énergétique, et ça, finalement, c'est une forme de préfiguration du E plus C-, et puis plus tard de la RE 2020. C'était de se dire, non, c'est le bilan carbone là qui compte. Donc on a fait faire un bilan carbone à chacun des opérateurs immobiliers, et c'est ça qu'on a défendu dans la demande de financement, de subvention. On s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une compétence en particulier qui s'est détachée de ce cercle d'experts qui nous a accompagnés. C'était celle de pouvoir identifier l'innovation et d'évaluer l'assurabilité des différents projets. L'Eurométropole a pu accompagner les projets de différentes manières. Alors la première, d'un point de vue technique, ça a été de s'entourer d'un cercle de compétences d'experts grâce au pôle fibre Énergie-Vie. Ça c'est la première chose, donc des experts de la construction bois et puis des experts de la performance énergétique. La deuxième chose, c'était d'avoir mis en place un marché public d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'évaluation de l'innovation et de l'assurabilité. La troisième, c'est d'avoir signé avec chacun des promoteurs immobiliers un protocole foncier qui leur laissait du temps. On a avenanté plusieurs fois ces protocoles fonciers. Le but, c'était pas de les obliger à aller très très vite pour déposer un permis de construire, c'était de prendre le temps qui leur était nécessaire pour faire ces études préopérationnelles, pour s'assurer de l'opérationnalité de leur opération. Et ensuite, c'est sans doute un des gros leviers, c'est d'avoir été chercher des financements, puisque cette opération s'intègre dans la démarche Écocité. Donc, il y a une démarche qui a été lancée par l'État pour favoriser des démonstrateurs de la ville durable. Et on a bénéficié du programme des investissements d'avenir, le Fonds Ville de demain. Et chacun des lots en promotion immobilière a bénéficié de financements en ingénierie et en investissement. Il y a des ATEX à la fin dont le coût a été aussi pris en charge par Adivois, qui a réussi à mutualiser en fin de compte mutualiser des coûts entre une opération qui s'est passée ici et une opération qui se passait à Grenoble. En ce qui concerne les ressources documentaires, elles sont très nombreuses. Alors la difficulté, c'est de les connaître, de savoir où les trouver et d'éviter de les confondre avec parce que avec d'autres ressources. La difficulté, c'est dans une masse d'informations, c'est d'être capable de les hiérarchiser en termes de reconnaissance et de qualité. Donc aujourd'hui, la filière bois a énormément travaillé sur la reconnaissance de certaines solutions. La plupart des publications sont disponibles en fait sur différents sites. Le site Ambition Bois, le site du catalogue Bois Construction, le site du Codifab aussi, et bien entendu l'association Adivois qui porte le plan national pour une nouvelle France industrielle et qui vise notamment ce type d'ouvrage, en fait, de bâtiments bois de grande et de moyenne hauteur. Ce type d'opération devra certainement se répéter. Il y a un gisement très important, on voit d'ailleurs le développement de ce type de construction, y compris sur les Jeux Olympiques Paris 2024, notamment sur le village des athlètes et sur d'autres infrastructures. Donc il y a très certainement un gisement très important
Ce qui me semble être capital pour éviter de freiner cet élan, c'est de effectivement bien assurer pour les acteurs qui sont impliqués dans ce type d'opération, c'est premièrement de bien avoir connaissance des meilleures informations, les plus à jour sur ce type de thématique. Je pense qu'effectivement, ce qui est très important, c'est certainement de bien se concentrer, de bien hiérarchiser les textes que l'on doit ou pas mettre en œuvre, de se réapproprier tout le corpus technico-réglementaire. Ce corpus-là n'est pas on va dire, destiné qu'à des spécialistes ou à des experts. Il est fait pour tout le monde, il est fait d'ailleurs par tout le monde. Et il y a un vrai enjeu de réappropriation en fait, de ces documents pour massifier, et aussi pour massifier quelque chose qui est en voie de se répandre, mais aussi pour se réapproprier en fait, les démarches d'innovation dans des conditions plus sereines. Nous sommes maîtres d'ouvrage et promoteurs associés à la Caisse des dépôts CDC Habitat sur ce programme de l'île aux Bois, l'Orée des Deux Rives, le lot 3 de l'île aux Bois. C'est un programme de 90 logements, 7 commerces en pied d'immeuble. Il comprend 2 bâtiments en R+8, environ 30 mètres de hauteur. Nous bénéficions sur le programme de l'Orée des Deux Rives d'une subvention de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre du plan d'investissement d'avenir. Par ailleurs, Adivbois a également participé aux études spécifiques liées à l'ATEX et a apporté sa contribution. Le projet a nécessité de passer par une étape d'ATEX, donc avis technique expérimental. Elle n'était pas envisagée au début. Nous avons conçu le projet à une période où la réglementation en matière de construction bois était changeante. Et nous avons intégré cette étape-là supplémentaire dans le cadre de ce projet de l'Orée des Deux Rives. Par précaution, nous avons préféré attendre définitivement l'obtention de cet avis technique avant de démarrer les travaux de l'opération, ce qui a engagé un décalage du démarrage de l'ordre de 8 à 9 mois environ sur ce projet. À l'échelle de l'île aux Bois, Pierre et Territoire a porté un réseau de géothermie mutualisée, géothermie sur nappe, qui permet d'alimenter les 4 programmes de logement du site de l'île aux Bois. Il permet de distribuer du coup en énergie vertueuse la chaleur, le chauffage comme le rafraîchissement. Alors les logements, on est sur une trame relativement étroite de 14 mètres, ce qui nous permet d'avoir sur ce projet un maximum de logements traversants et d'angles. Donc ça représente environ 60% des logements. On a volontairement choisi aussi de rester dans un gabarit simple. Le système constructif nous a permis aussi de réfléchir à la flexibilité des logements. Il n'y a pas de refend porteur dans le bâtiment, on n'a que des cloisons légères, donc on peut effectivement faire évoluer chaque logement et chaque cellule également, chaque typologie est aussi pensée pour être évolutive. Donc nous on a une façade qui est linéaire, cette trame de 14 mètres qui est accompagnée sur 2 façades de balcons filants qui sont très généreux, qui permettent à la fois d'avoir un prolongement sur l'extérieur qualitatif et généreux pour chaque logement et également pour les plus petits logements. Ça nous permet également, comme c'est orienté, ce sont des balcons qui sont orientés à l'ouest et au sud, de créer de l'ombre en période estivale, donc ça participe au confort d'été. Le projet a fait l'objet de multiples détails d'exécution et on est extrêmement attentif à la bonne réalisation de ces détails, justement pour avoir une bonne acoustique à la fois à l'intérieur des bâtiments entre logements et entre l'intérieur et l'extérieur. Alors nos fenêtres en bois sont toutes fixées sur des précadres, donc il y a des multiples joints qui permettent de faire l'étanchéité à l'air, à la pluie, mais également l'étanchéité et améliorer l'acoustique. On a été vigilant à ce niveau-là à faire en sorte que le bâtiment soit parfaitement conforme à ces problématiques-là. On a des résilients acoustiques entre tous les éléments porteurs horizontaux et verticaux qui permettent justement de désolidariser ces éléments structurels. D'un point de vue innovation, nous avons au niveau de la façade réalisé une façade en bardage bois, donc sans trop de difficulté, et une bardage en ETIX, une façade en ETIX qui est un isolant mince, support d'enduit en direct, qui a été choisi, le ETIX qui a été retenu est celui de la société Sto.
qui est sous avis technique, mais avec un domaine d'emploi jusqu'à 9 mètres sur la structure bois. Or, c'est un bâtiment qui monte jusqu'à 29 mètres. Donc nous avons dû faire une ATEX de KB, qui a été portée par Matisse et Sto. Pour réaliser l'ATEX, nous avons dû faire un certain nombre d'essais. 2 essais air au vent, au sein du CSTB, qui consistent à tester à l'air, à l'eau et au vent, dans des conditions assez extrêmes, la façade, le complexe de façade dans son entièreté. Une étude hygrothermique a également été menée et 2 appréciations de laboratoire au feu ont été menées au sein du CSTB. Un feu de façade côté extérieur et le feu côté intérieur avec la société Placo. Enfin, des essais mécaniques d'arrachement de l'étix ont également été menés. En usine, le bâtiment est découpé en phases. Les phases sont chaque phase est constituée d'un niveau. Un niveau est constitué de 2 phases, une phase de plancher et une phase de façade. Et une phase est montée en général en 1 semaine, ce qui permet d'avoir la façade et le plancher montés en 1 semaine et ainsi protéger les niveaux inférieurs au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Le système industriel AzurTech, de par sa compacité, permet en fait de rassembler les éléments par 4, de les positionner à côté du chantier et de les lever au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Et ainsi gagner en efficacité et en temps de rotation des grues sur le chantier. Le bois est un très bon matériau vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis du bilan carbone, car lorsque le matériau pousse en forêt, il séquestre du carbone pendant la croissance des arbres. Et dès lors qu'on utilise le bois pour un usage type bois d'œuvre, bois massif, etc., le carbone reste emprisonné à l'intérieur du matériau. En ce sens, les arbres qui repoussent en forêt vont, eux, à leur tour séquestrer du carbone, ce qui profite à un cycle vertueux en faveur de l'environnement. L'autre impact est aussi la proximité du matériau qui favorise aussi l'usage et le recours au circuit court. En ce sens, c'est naturellement moins de transport, une énergie aussi de transformation qui est plus faible que d'autres matériaux. Bref, de nombreux atouts sont en faveur du bois. Citons enfin le caractère renouvelable de la ressource, puisque effectivement, une fois les arbres récoltés pour servir effectivement à ce genre d'usage, eh bien, les arbres sont, par des principes de gestion durable, renouvelés en forêt. Le Grand Est est une région pionnière en matière de construction bois et dispose aussi d'un massif forestier très important. En ce sens, nous sommes la 4e région forestière de France, avec aussi la proximité du massif vosgien. En ce sens, de nombreux bois résineux et feuillus sont présents pour répondre à tous les besoins, sachant que la capacité de transformation sur le territoire est tout à fait adaptée, puisque nous avons de nombreuses entreprises de sciage, de construction bois, de menuiserie, pour finalement répondre à l'ensemble des lots qui servent à construire ce genre de bâtiment. Sur ces projets, on trouve majoritairement de l'épicéa, qui est l'essence la plus couramment utilisée en construction, que l'on trouve aussi sur notre territoire du massif vosgien, et qui permet justement de réaliser ces éléments structurels, à la fois en bois massif, mais aussi en panneaux de bois massif, qu'on appelle aussi des panneaux CLT, qui permettent de monter à ces niveaux. Ils sont aussi une vitrine pour montrer aux riverains les performances du matériau bois et sa capacité à répondre aux besoins de construction. Bonjour à tous. Donc, Jean-Luc Sadan, je suis le directeur du pôle de compétitivité Fibre Énergie Vie. Donc, j'ai le grand plaisir de vous accueillir dans cet atelier dédié à l'île aux bois. Donc, nous allons pouvoir poursuivre. Vous avez vu les différents interlocuteurs qui vous ont présenté le projet. Donc, ils sont autour de la table et on va pouvoir poursuivre la discussion avec eux. Donc, Serge Luquet, qui est l'architecte du projet, Pascal Toussaint de la société Massis, que vous avez entendu, Nicolas Jandel de Pierre et Territoire, Thibaut Surumi de Fibois Grand Est et Eric Dibling, donc d'Ingeneco, bureau d'études spécialisé dans le bois, la structure bois. Et donc,
je serai là pour relayer vos questions. Donc là, pour l'instant, je n'en ai pas encore. Donc je vous propose de démarrer cet échange, peut-être en donnant la parole au maître d'ouvrage. Donc Nicolas Jandel, en tant que maître d'ouvrage de ce projet, maintenant que vous avez, les habitants sont arrivés, quel recul vous avez en dehors de l'aspect évidemment innovant de ce bâtiment? On a vu qu'il y avait un ATEX, enfin plusieurs ATEX, c'était un bâtiment très innovant, mais du point de vue de l'usager, quel est votre retour sur l'utilisation du bois? Est-ce que finalement c'est un bâtiment comme un autre? Est-ce que, du point de vue de l'usager, vous pensez qu'il y a un plus? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire là-dessus? Merci Jean-Luc. Alors, le projet n'a pas été livré, hein. C'est le projet Sensation qui a été livré, ce n'est pas le projet de l'Orée des Deux Rives. Je peux vous faire un retour effectivement sur la question de l'usage, hein. C'est vrai que ça a été une question pour les acquéreurs sur l'utilisation du bois, les spécificités de ce type de projet. Il a été important pour nous de préciser que les projets de construction dans la réglementation française répondent à des objectifs techniques chiffrés qui sont finalement assez peu dépendants du matériau qui est employé. Donc, ce qui est important, c'est de veiller évidemment au respect des différentes normes et qui plus est, dans un projet démonstrateur comme celui-là, de prendre des sécurités supplémentaires pour être tout à fait certain qu'il n'y aura pas de difficultés par après. Donc, je dirais qu'on a ajouté encore quelques précautions dans la réalisation de ce projet pour être tout à fait sûr que ça réponde aux usages des futurs acquéreurs. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y avait plusieurs parties. Donc, c'est la partie qui n'est pas… Vous étiez le porteur de la partie qui n'est pas encore en service. Mais il y a une partie quand même du bâtiment, enfin du projet qui est déjà habité. Je voulais me tourner vers l'architecte. Donc, Serge Luquet, est-ce que vous pouvez nous dire, en termes d'architecture, le fait d'être dans un bâtiment expérimental, innovant en bois, est-ce que d'un point de vue architectural, c'était pour vous une première? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a posé des difficultés particulières? Comment vous avez abordé ce projet d'un point de vue de l'architecte? Alors nous, on a abordé effectivement avec beaucoup d'intérêt déjà. D'une part parce que c'est un projet important. On parle quand même de 90 logements, donc la situation urbaine aussi elle est tout à fait intéressante et remarquable. On est à l'angle d'un îlot. Alors pour nous, l'enjeu, il était effectivement de trouver une réponse architecturale et technique qui arrive à allier la problématique de la structure bois, intégrer une certaine rationalité. Donc on a travaillé très vite avec le constructeur, avec Matisse, pour intégrer la trame structurelle à notre projet. Et depuis l'esquisse, je dirais, on n'a pas arrêté de travailler autour de ces éléments techniques pour garder un projet qui soit cohérent, à la fois au niveau constructif et au niveau architectural. C'est ce que j'ai expliqué aussi un petit peu, qui était expliqué dans le film, c'est qu'on s'est attaché à rester assez simple dans la forme, pour garder un maximum de flexibilité aussi au niveau conceptuel, pour pouvoir avoir différentes typologies de logements et de contenir, d'avoir des logements qui soient qualitatifs, qui soient habitables, et qui s'intègrent dans cette trame constructive. Alors, ce n'était pas évident pour nous, hein, et on a parlé tout à l'heure, et Nicolas l'a bien expliqué, on avait pas mal de difficultés quand même techniques. On a dû reprendre plusieurs fois les études des détails constructifs. Mais voilà, bon, là, le chantier suit son cours. Je pense que là, actuellement, ça marche bien. On a pris un peu de retard, mais bon, dans l'histoire du bâtiment et dans l'histoire de la cité, ça ne va pas se sentir à la fin. Mais voilà, nous, on est plutôt motivés et on est content de voir que ça avance et que ça prend une belle tournure. J'ai une question complémentaire là, qui nous est transmise, mais peut-être Eric pourra compléter. Comment a été traitée la problématique de la sécurité incendie sur un bâtiment 100% bois? Peut-être je vous laisse répondre d'abord et puis on complétera. C'était une des grosses difficultés des études, en tout cas. En fait, il y a plusieurs problématiques. Alors, on a pas mal travaillé avec Eric, justement, là-dessus. Déjà, on a protégé les dalles
y a les problématiques de transmission au feu en fait, d'un logement à l'autre. Donc, c'est une problématique particulière. Ensuite, il y a la problématique du feu qui sort de la fenêtre et qui remonte. Donc, ça s'appelle le C+D. Et donc, on a les grandes façades où il y a des balcons, parce qu'il y a une façade sans balcon, on va dire, et une façade avec balcon. Et donc là, on avait au départ une conception plus légère avec des planchers en bois, des séparatifs en bois, mais ça a posé des contraintes et ça a posé des problèmes de propagation de feu. Donc, on est passé sur un système un peu plus traditionnel pour les balcons, c'est-à-dire de mettre en place des dalles béton, ce qui permet d'éviter la propagation du feu d'un logement à l'autre par les fenêtres. Donc ça, c'était entre autres une des grosses difficultés de mise au point pendant notre phase d'étude. Ok, merci beaucoup. Peut-être Eric, vous voulez compléter sur la partie sécurité feu, ce qui est un point évidemment très important dans la problématique des bâtiments en bois. Oui, Jean-Luc. Là-dessus, les choses ont été relativement bien décrites par les intervenants précédents. La philosophie générale est finalement de protéger le bois durant toute la phase de résistance au feu requise sur le plan réglementaire. Donc le bois est utilisé sur ces projets-là pour ses vertus bas carbone, comme n'importe quel autre matériau de construction, mais avec des vertus bas carbone certaines. Donc il a été revêtu à l'intérieur d'un habillage devant assurer la résistance au feu. Et effectivement, comme l'a précisé Pascal Toussaint dans la présentation, dans l'interview, il y a eu effectivement une appréciation de laboratoire sur la question de la propagation du feu par les façades, qui a été rendue nécessaire tout simplement parce qu'on était en face on va dire, de technologies un peu non traditionnelles. Merci beaucoup. Est-ce que sur ce sujet-là, Thibaut, je m'adresse à Thibaut Surumi qui représente la filière, est-ce que ce sujet du feu ne reste quand même pas une problématique dans l'image de la construction bois? On voit bien qu'il y a des solutions puisque ce bâtiment il est sorti de terre, mais est-ce que ça reste un frein ou est-ce qu'aujourd'hui on a toutes les réponses? Est-ce que c'est un sujet? Parce que c'est la question qui nous est posée, donc est-ce que ça reste un sujet? C'est nécessairement un sujet, mais après, je crois que la filière se structure pleinement pour justement apporter les réponses. Je citerai les travaux du CODIFA, notamment sur le guide des façades bois, et justement vis-à-vis de la protection et la sécurité incendie. Il y a aussi une solution inédite qui a été développée par un groupement de bureaux d'études pour justement répondre à des nouvelles configurations. Donc, aujourd'hui, on a des personnes tout à fait compétentes qui peuvent apporter des solutions à toute typologie de bâtiment, et je pense que les freins sont finalement vite levés dès lors qu'on s'adresse aux bonnes personnes. Voilà. D'accord, donc on a des solutions. D'un point de vue de l'entreprise, Pascal Toussaint, est-ce que ce chantier a posé des problèmes particuliers par rapport à ce que vous aviez déjà fait avant? Est-ce que c'était quelque chose de... Bon, clairement, c'était sous ATEX, on l'a entendu. Est-ce qu'il y avait vous avez mis au point des systèmes particuliers? Est-ce que vous avez adapté des choses? Est-ce que vous allez vous en servir pour d'autres chantiers? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment Mathis a vécu cette expérience? Le système de murs et de système de murs et de plancher, en fait, c'est assez usuel pour nous maintenant, puisque on a un système qui est sous avis technique qui a été éprouvé plusieurs fois. La principale difficulté, je dirais, c'était par rapport à cet ATEX, par rapport au timing, puisqu'il a fallu faire la plupart des études exé très en amont du projet pour pouvoir déposer cet ATEX. C'était plus cette temporalité qui était compliquée à gérer au sein du bureau d'études exé, plus le temps qui a été nécessaire pour mettre en place cet ATEX. D'accord, merci beaucoup. Et donc, je voudrais revenir vers Eric. Donc, on a parlé du feu. Est-ce qu'il y a des sujets, on a entendu aussi, Serge nous a parlé d'acoustique tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des sujets techniques qui restent aujourd'hui, des sujets d'expérimentation, qui sont encore des freins éventuels à la construction de la grande hauteur bois? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on a des solutions partout? Parfois on ne le sait pas toujours, hein. C'est des fois le cas. Mais est-ce qu'on a des solutions pour tout? Ou est-ce qu'il y a encore des sujets qui sont obligés qu'on va être obligé de mettre au point petit à petit au fur et à mesure de l'avancement des constructions? Alors Jean-Luc, là-dessus, on va dire que la construction bois entre dans une approche plus globale bas carbone de la construction.
Et la filière bois est sans doute la filière bas carbone qui est la plus avancée dans la validation de ces solutions. Aujourd'hui, il y a encore du chemin à faire, un chemin quand même assez important, notamment sur un certain nombre de thématiques concernant les revêtements extérieurs, concernant les douches accessibles sur support bois et concernant un certain nombre d'autres thématiques qui font encore appel à date à des techniques non traditionnelles. Donc, pour le coup, il a été question de cette association à plusieurs reprises. Adivbois a initié un travail qui s'appelle le Club des industriels d'Adivbois et qui, justement, essaye de fédérer les industriels qui ne sont pas de la filière bois, puisqu'en fait, principalement, les freins ne viennent pas véritablement de la filière bois, mais viennent des procédés connexes que l'on vient greffer sur la construction bois et qui doivent aussi démontrer ce que nous appelons leur lignocompatibilité, en fait. Et donc, effectivement, il y a un travail assez important, mais qui est bien engagé, grâce à la locomotive grâce à la locomotive de démonstrateurs tels que celui-ci, et grâce aussi à la locomotive des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui draine dans son sillage en fait un certain nombre d'actions tout à fait intéressantes et notamment des guides façades et un guide sur les douches accessibles sur support bois et qui va faciliter en fait les démarches d'évaluation. Merci beaucoup. Je reviens vers l'architecte. Donc, du coup, par rapport à ce que nous vient de dire Eric, est-ce que pour vous, en tant qu'architecte, donc là, on était sur un bâtiment expérimental, un bâtiment pilote, qui était beaucoup soutenu par les pouvoirs publics. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, comme architecte, vous diriez que le bois, c'est un matériau bas carbone, certes, mais un matériau comme les autres que vous utilisez, ou est-ce qu'il y a encore des usages particuliers? Comment vous le voyez, vous, en tant que maître d'œuvre? Effectivement, nous, on utilise assez souvent le bois. Alors, on essaie de l'utiliser beaucoup en structure. On a fait des projets avant celui-ci, des bâtiments de logement en bois, mais c'était des bâtiments plus bas. Donc, la réglementation incendie, elle était aussi un peu plus légère. Je ne dirais pas que ça s'utilise comme du béton. On a forcément une appréciation différente, à la fois une approche architecturale et technique qui est différente, mais ça devient quand même un matériau très usuel, et à la fois en matériaux de façade, en structure. Nous, on essaie de l'utiliser le plus souvent possible. Après, il faut que ça soit utilisé vraiment à bon escient. Il faut qu'on utilise le bois, comment dirais-je, il faut utiliser chaque matériau là où il est le plus performant. Quand on a un bâtiment semi-enterré, on ne va pas mettre du bois semi-enterré. On va mettre du béton parce que c'est plus facile, c'est plus adapté. On essaye de trouver le bon équilibre entre les différents matériaux et de voir comment ils jouent ensemble, ils travaillent de manière la plus efficiente ensemble. Et pour le maître d'ouvrage, est-ce qu'aujourd'hui, là, vous avez participé à ce projet d'expérimentation? Vous, en tant que maître d'ouvrage, ça vous a donné envie de refaire? Alors, évidemment, le matériau bon emploi, on a bien compris. Par contre, est-ce que du coup, est-ce que ça donne envie de reconstruire en bois, de construire en bois parmi d'autres? Ou voilà, qu'est-ce que vous en tirez, vous, en tant que maître d'ouvrage? Oui, tout à fait. Déjà, on prend en expérience nécessairement. La construction bas carbone est un impondérable dans les années à venir. Donc, il est important qu'on puisse défricher, ce n'est pas un mauvais jeu de mots, ce secteur-là. Donc, nous, oui, ça nous permet aujourd'hui d'avoir engagé de nouveaux projets en bois sur des hauteurs plus réduites. Mais du coup, le fait d'avoir mené ce démonstrateur nous a rassurer largement sur la faisabilité des projets à des hauteurs plus réduites. Et puis, donc là, c'est effectivement, ça rentre un peu plus dans les mœurs et dans les habitudes. Après, je reviens sur ce que disait Serge, il ne faut pas s'interdire la mixité des matériaux. C'est vraiment, je crois, un point absolument essentiel, c'est de prendre le bon matériau là où il est pertinent, et ça fonctionne très bien. Il faut sortir du dogme du tout béton et essayer d'intégrer chaque matériau là où il est le plus pertinent.
Si je le résume, ça veut dire le bon matériau au bon endroit, et le bois est un bon matériau. Ça, j'ai bien compris. J'ai compris aussi de ce que vous avez dit qu'on a des solutions, il y a des experts qui vont bien. Et je pense aussi que le fait d'avoir poussé un peu les curseurs avec ce bâtiment de grande hauteur, ça rassure, j'aime bien votre expression, Nicolas, ça rassure sur des bâtiments plus ordinaires, entre guillemets. Donc ça, c'est bien pour la massification de la construction bois et donc bas carbone. Voilà, donc merci beaucoup, messieurs. C'était un exercice un peu contraint en termes de temps, donc merci beaucoup de vous y être livrés. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne suite d'événements. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.